Rebonsoir. Donc, on reprend la quatrième partie de notre émission live avec mon troisième invité, mon troisième sujet pour ce soir, Monsieur Akram Haded, qui représente l'association Action Associative. C'est ça, bonsoir. Non, en fait, bon, moi je représente HCorp, qui est une entreprise sociale qui travaille dans le développement humain, l'innovation sociale. Et on travaille sur un projet qui s'appelle Indimej, qui est fait en partenariat avec une association qui s'appelle Arcs Solidali. D'accord. Ça s'appelle comment? Arcs. Arcs Oui. Solidali. Au fait, pourquoi j'ai dit Action Associative? Parce que l'interview a été préparée, conçue et préparée avec Asma Ayara Asma Bakara, pardon, de Action Associative, justement. Donc c'est la suite. Qui est un partenaire aussi. Qui est un partenaire de votre projet. Donc je ne me suis pas vraiment trompée. Donc si tout d'abord, comme on dit, Hamdallah ala Slamet, parce que vous étiez à Bizarre, vous avez fait un petit accident déjà, avec un chien. C'était un événement sur la sensibilisation à la migration régulière dans ce projet Indimej. Et on a eu un petit accident. Il va bien le chien ou... Je crois pas trop. Aïe, le pauvre. Ni le chien, ni la voiture. Aïe. Mon Dieu, c'est vraiment regrettable. L'essentiel, c'est que vous soyez sains et saufs. Voilà. Alors, on va parler de la migration pour le développement dans le cadre de l'internationalisation. C'est tout un programme, ça veut dire quoi? En fait, l'internationalisation fait partie, parce que nous, on parle de migration régulière et on parle de migration pour le développement, c'est-à-dire comment faire de la migration un levier pour le développement. En fait, la migration peut être un fléau s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie, comme elle peut être un vecteur de développement. Et si on voit ce qui se passe maintenant en Tunisie, par exemple, on a pris le cas d'étude de Tataouine qui est très flagrant. Tataouine, c'est une ville qui a 150 000 habitants. Et peut-être l'année dernière, c'est-à-dire jusqu'à mois de septembre, octobre, il y a eu 18 000 départs. Justement, elle se vide de ses habitants, surtout de la jeune population. 150 000, quand on calcule 18 000 qui partent d'une manière irrégulière sur un ensemble de 150 000, on a plus de 15% de la population qui est sortie de la ville. C'est grave. Et c'est très grave. Et de passer ça en catimini aussi, où il n'y a pas assez de projecteurs sur ce fléau, c'est aussi grave que ça. C'est-à-dire ne pas prendre en considération ce fléau, ne pas voir c'est quoi les causes et les conséquences, ne pas faire quelque chose pour éradiquer ce fléau. C'est aussi ne pas devancer, ne pas prendre de solution, effectivement. Devancer, non. On est déjà dans le vif du problème et je ne crois pas qu'on est en phase de dévancer. Je vais être optimiste. Akram, je vais dire, on va devancer le fait d'avoir une ville fantôme, c'est-à-dire une Tataouine vidée complètement de ses habitants. Malheureusement, oui. Déjà, d'avoir une démographie, disons, négative, c'est un phénomène qui se passe non seulement à Tataouine, mais à cause de la migration interne, etc., à cause de manque d'opportunités de travail, etc. Oui. Si on ajoute à cela la migration irrégulière, mais d'une manière si flagrante que ça devient véritablement un fléau qu'on doit considérer, qu'on doit prendre au sérieux. Très au sérieux, justement. Donc, alors, comment est-ce que vous travaillez sur la question de la migration et c'est quoi l'internationalisation en réalité? Qu'est-ce que vous voulez dire par ce terme? En fait, non. L'internationalisation, ça fait partie du développement territorial ou développement local. Et pourquoi les gens partent? Parce qu'il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de valeur qui est créée au niveau du territoire. Et si on parle de stabilisation de la population locale, ça se passe à travers la création de la richesse, de comment créer une dynamique économique. Et c'est ce qui peut attirer les jeunes à rester. Ce qu'on dit, nous, aux jeunes, que ce soit diplômés, non diplômés, etc., partir en voyage, découvrir, c'est quelque chose de très bien. Mais partez d'une manière safe and secure, c'est-à-dire ne pas prendre le risque de partir d'une manière irrégulière. Alors, ce qu'on fait pour la migration régulière, c'est de dire il y a des opportunités, que ce soit pour des gens qui sont qualifiés ou non qualifiés, de partir, faire des études, faire des stages, trouver un emploi, que ce soit saisonnier ou à long terme, etc. Pour les entreprises aussi, on dit qu'il y a aussi du potentiel et qu'on peut créer des petites micro-entreprises ou des entreprises dans l'artisanat et qu'à travers ces entreprises, on peut s'internationaliser. Et ça vous permet aussi
de garder un pied ici, mais aussi de voyager, de découvrir le monde, d'ouvrir des marchés, etc. Alors, ce qu'on propose à travers la migration régulière, c'est-à-dire on a une panoplie d'opportunités, que ce soit pour des gens non qualifiés, pour des gens qualifiés, pour des étudiants ou autres, et qu'il y a beaucoup de possibilités de sortir d'une manière safe and secure, on le dit toujours, et que le voyage ouvre les yeux, ouvre des horizons, des occasions, des chances, oui. Peut permettre aussi de mettre la barre d'ambition, de carrière des gens un peu plus haut, etc. Oui. Mais on le redit toujours, le voyage, il ouvre beaucoup d'opportunités, il ouvre le spectre de vision, d'ambition, etc. Et tant qu'il y a tant de possibilités de sortir d'une manière régulière, pourquoi risquer de sortir d'une manière qui met en péril... En cachette, au fait, et se mettre en danger dans le ça. large, effectivement. Donc, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Est-ce que vous avez travaillé avec une population jeune? Combien de personnes? Est-ce que vous avez réussi à, je ne sais pas, à mettre entre guillemets en place des projets, justement des projets de vie, avec un avenir clair? On essaie d'inspirer des jeunes. Et c'est ce qu'on a fait. Ndimé, c'est une petite campagne, c'est pas une très grande campagne. C'est à peu près 32 événements qu'on a fait d'une manière hybride, c'est-à-dire on a fait des événements en présentiel, on a fait des événements en webinaire, et à chaque fois on présentait ces opportunités-là. Autant pour des populations qui sont différentes, c'est-à-dire on a présenté des événements pour des étudiants, pour leur faire voir des opportunités de scholarship, et ce qu'on fait, c'est on véhicule pas, on donne pas seulement l'information, mais on a invité des gens qui ont vécu cette expérience, qui ont participé à des scholarships, comment ils ont fait la procédure pour avoir cette scholarship, etc. C'est-à-dire on a fait des témoignages pour avoir un peu des role models, c'est-à-dire pour les jeunes, quand on en parle de l'information, on leur passe l'information seulement, il y a parfois de la méfiance. Il y a manque de confiance, de l'information, de la véracité de cette information. Mais quand on leur présente quelqu'un qui a vécu cette expérience, déjà, qui a fait le processus, chemin, et qui a réussi, et qui a abouti, peut-être pas la première fois, pas la deuxième fois, mais au bout de la troisième, quatrième, mais c'est quelque chose du vécu. Et ça devient un role model, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a le même vécu que toi, qui est sorti du même milieu social que toi, etc., qui a essayé, peut-être ça n'a pas abouti la première fois, ça n'a pas abouti la deuxième fois, qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté, qu'est-ce qu'il a rencontré comme difficulté, etc. Mais en fin de compte, c'est quelque chose qui a abouti. Et de faire voir cette expérience, ce qu'on nous on appelle des role models, ça permet de plus donner de confiance à cette information. C'est-à-dire ça devient plus de l'information, mais ça devient du vécu et un role model de quelqu'un qui a vécu la même chose, et que ça devient plus accessible pour les jeunes. Vous êtes déjà entré dans la pratique de ce projet? On est quasiment à une vingtaine d'événements, il nous reste à peu près une dizaine d'événements. Qu'est-ce que vous appelez événement, Akram Haded? C'est des micro-événements, c'est-à-dire on est allé par exemple vers une population cet après-midi par exemple. Cet après-midi, on était à Bizerte, c'était essentiellement pour voir des artisans ou des étudiants qui sont en master entrepreneuriat, etc., pour leur présenter l'internationalisation des petites moyennes entreprises. Et de dire qu'à partir d'un petit projet, on peut aussi s'internationaliser, et c'est faisable, c'est accessible aussi pour les artisans ou les petites micro-entreprises. Ça me rappelle un tout petit peu l'expérience, le modèle des femmes de Sajnen, les potières de Sajnen, qui est parti avec une toute petite idée au début, et par la suite c'est devenu justement un projet à réputation internationale. D'autant plus que c'est un projet où il y a un ancrage territorial. Et c'est ce que nous, on cherche à faire, c'est de dire elles ne se déplacent pas, elles sont chez elles à Sajnen, elles travaillent chez elles à la maison, mais c'est leurs produits qui voyagent. C'est ça, mais eux aussi, maintenant, ils voyagent aussi à travers des foires, des événements, etc. Ça leur ouvre aussi les portes. Et c'est ce qu'on essaie de dire aussi aux artisans, c'est-à-dire qu'à travers ça, vous pouvez vous internationaliser à travers tout ce qui est numérisation, digitalisation, etc. Ça vous permet de conquérir le monde. Et nous, quand on a commencé la campagne, on a dit on est les fils d'Hannibal. Hannibal, c'est quelqu'un qui a conquéri le monde. Et nous, on a mais qui a conquéri le monde, les Carthaginois, pas seulement à travers les guerres, mais aussi à travers leur les comptoirs de leur commerce, mais à travers les comptoirs de commerce, etc. Hannibal n'a pas conquéri le monde. Hannibal était obligé d'aller à Rome pour défendre son honneur et l'honneur de son pays, ni plus ni moins.
Il n'a jamais été il n'a pas voulu envahir Rome. Il n'a jamais été un envahisseur, lui, pas du tout, pas un colonisateur. Il a défendu son honneur et l'honneur de Quand on parle de conquérir le monde, c'est plus dans la découverte du monde plus qu'autre chose. Plutôt, dans l'exploration. Mais on a fait aussi des événements avec la formation professionnelle. On est allé au foyer de l'Ariana où on a présenté les opportunités de stage, d'employabilité, de comment faire un CV à l'international, de comment faire un profil LinkedIn, et on trouve parfois que c'est une population qui est un peu discriminée, c'est-à-dire on fait beaucoup d'événements pour des étudiants, etc., mais les populations de la formation professionnelle sont un peu mis à l'écart. Alors que c'est eux qui ont plus d'opportunités, plus de chances justement de réussir très rapidement à l'extérieur. C'est ce qu'on a démontré, c'est qu'il y a des métiers qui sont demandés, mais qu'il faut se préparer, il faut se donner les moyens pour atteindre ces opportunités. Et que c'est un objectif de carrière qui se prépare, c'est-à-dire c'est pas aujourd'hui que je décide d'aller à l'étranger ou de postuler à l'étranger et si j'ai pas un profil qui est préparé à répondre à cette opportunité, je peux pas le faire. C'est-à-dire il y a cette mise à niveau justement qui lui permet d'être concurrentiel par rapport aux aptitudes, par rapport aux skeletons, aux dons, au savoir-faire de ses semblables dans les pays où il va. C'est d'avoir un profil LinkedIn qui présente bien, c'est d'avoir un CV Europass si on veut aller en Europe, c'est un CV canadien si on veut postuler à des postes au Canada, etc. Oui. Je m'excuse, j'ai dit skeleton, alors je voulais dire skills, donc les dons, le savoir-faire, les compétences de la personne. Mais en avant-dernière question, Akram Haded, est-ce que vous cherchez les profils ou est-ce que vous acceptez qu'eux, ils viennent vers vous? Et si la réponse est la deuxième partie, alors comment est-ce qu'ils peuvent vous trouver? En fait, on a une page Facebook, mais ce qu'on a fait, c'est une approche un peu hybride, c'est-à-dire on est allé vers des profils où ils n'avaient pas cette information, ils n'avaient pas, ce choix ne se présentait pas pour eux. On est allé vers une population qui veut bien sortir, mais qui croit que seulement le chemin de la migration irrégulière qui est possible pour eux. Et on a démontré qu'il y a d'autres chemins qui sont possibles. Et ça, on est allé vers cette population parce qu'elle croyait qu'elle n'avait pas autre choix. Mais il y a d'autres populations qui ont ce choix, qui ont cette, l'information et qui sont en train d'explorer ou de chercher l'information. Et eux, ils viennent vers nous, etc. C'est-à-dire, on a essayé d'avoir une approche hybride, d'aller vers les gens qui n'ont pas cette information, qui croyaient pas qu'il y avait cette opportunité qui était présente et qui était accessible pour eux. On est allé vers eux, comme je t'ai dit, par exemple, tout ce qui est formation professionnelle, etc. Où on est allé aussi voir des gens qui ne sont pas diplômés et de dire que moyennant une petite formation, etc., ils pouvaient accéder à certaines opportunités. Mais aussi, on est allé voir des étudiants qui, eux, avaient un plan de carrière d'aller international, etc. Et on a essayé d'optimiser en disant il y a des scholarships, il y a des stages, il y a des appels qui sont là, qui sont accessibles pour eux. Et c'est-à-dire, on a eu cette approche un peu hybride de concilier les gens qui ont déjà cette information, cette opportunité, de comment ils peuvent améliorer ces opportunités, et vers les gens qui ne croyaient pas avoir cette opportunité, on leur a dit non, c'est possible aussi pour vous, il y a des opportunités qui sont accessibles. Nous sommes entrés dans les détails, Akram Haded, avec beaucoup d'enthousiasme. Nous avons oublié de dire le nom du projet. Il s'agit de Ndimesh, n'est-ce pas? Nous avons oublié de dire que c'est Ndimesh. Alors, ma dernière question, qu'est-ce que vous voulez ajouter? On a eu un focus group la semaine dernière. On a vu que la plupart des associations ou des acteurs qui travaillent sur la migration, ils travaillent plus sur la sensibilisation. C'est-à-dire il n'y a pas d'action concrète de terrain pour accompagner ces jeunes et de dire à ces jeunes, voilà, il y avait un petit gap qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opportunités de comment accompagner les jeunes vers une migration régulière ou vers une migration pour le développement, mais il n'y avait pas un travail de terrain qui était fait véritablement avec ces jeunes. C'est-à-dire la plupart du travail qui sont faits avec les associations, c'est plus de la sensibilisation, parce qu'on croit qu'il y a une pression qui doit être faite au niveau de l'État pour les sensibiliser sur la gravité de la situation de la migration, etc. Mais il n'y avait pas beaucoup de travail sur terrain. Et ce qu'on a dit, c'est que peut-être
tout en gardant cette démarche de sensibilisation, parce qu'on croit que l'État doit s'intéresser à cette problématique, mais l'État, ça reste une machine très lourde. C'est-à-dire le temps de faire du plaidoyer, de faire de la sensibilisation, etc. Les choses changent vont très changer, rapidement, bien mais sûr. ça arrivera lentement avec l'État. Mais il y a en parallèle un gap qu'on doit combler, et ça peut se faire si on crée un mouvement qui croit qu'à travers la migration, on peut œuvrer pour la mobilité, etc. Mais quand on parle de migration aussi, c'est pas une migration où les Tunisiens vont seulement à l'étranger, mais aussi on est des hôtes pour des migrants qui arrivent, et c'est un nouveau phénomène aussi qu'on est en train de vivre, Oui. et de dire que s'il n'y a pas intégration de ces migrants, ça va créer des problèmes. Et s'il y a intégration, ça peut être aussi un levier de développement. De développement pour l'économie. Et il faut prendre les deux choses à la fois, et de créer un mouvement où on peut œuvrer pour une migration pour le développement à travers la vie, à travers, disons, déjà de mettre l'information à disposition des gens, de dire qu'il y a des opportunités pour aller travailler, que ce soit d'école blanche, d'école bleue, diplômés, non diplômés, pour faire des stages, etc., de les accompagner, de les mettre à niveau s'il y a des formations qu'ils doivent faire, etc., ou s'il y a des CV, de comment préparer le CV, de comment identifier une opportunité, etc. Et c'est là où il y a un gap qu'on doit maintenant combler pour faire que la migration devienne véritablement un vecteur de développement. Comment s'appelle votre page Facebook? Indimesh, on l'a nommé Unstoppable. Unstoppable parce qu'il y a un petit pin, un jeu de mots. C'est, comment dire, Unstoppable, il y a le mot able dans Unstoppable. Et de dire de comment, de l'impossibilité d'avoir des opportunités, si on accompagne la capacity building, c'est-à-dire si on accompagne le développement de capacité, on peut changer, aller vers un état où on devient capable, able. Et ça s'appelle Unstoppable Indimesh. D'accord, c'est une autre version de Yes We Can. Enfin, juste de l'expression, pas autre chose. Merci beaucoup à Akram Haded du projet Indimesh, et merci beaucoup aussi à Asma Bakara qui est là devant moi. On se donne rendez-vous la prochaine fois. On parlera de la digitalisation. Merci infiniment, Asma. C'est grâce à toi que Akram est là et qu'on a parlé de ce projet Indimesh. Moi, j'ai terminé mon travail. Je vais rentrer à la maison. Merci à toutes et à tous pour vos encouragements, pour votre soutien, pour votre solidarité, pour avoir suivi mon live sur ma page ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.